Eh bien, chers auditeurs, ce matin nous nous intéressons à la copropriété. Nous sommes pour en parler avec Dalila Nasseri, mais bien entendu, quand on parle de propriétaire ou de copropriété, il s'agit bien de plusieurs propriétaires, un même immeuble, des parties privatives, des parties communes, des règles destinées à organiser cette coexistence. Sur le papier, le dispositif est assez simple, un règlement de copropriété, un syndic, une assemblée générale, des charges à répartir, mais dans la pratique, les difficultés apparaissent très rapidement. Les fameux retards de paiement, les désaccords sur les travaux, les contestations des décisions, le défaut d'entretien, et j'en passe. Nous en parlons ce matin, et si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages à faire entendre, c'est jusqu'à 11h30 et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Justice. Et nous nous intéressons aux questions relatives à la copropriété. Alors ce matin, pour débuter, pour évoquer peut-être un sujet qu'on a très rarement développé, c'est celui effectivement de l'organisation des copropriétés qui sont extrêmement nombreuses. Des fois on parle de groupements d'habitation, des fois on parle oui, de complexes résidentiels où parfois le nombre de lots est considérable. Alors, Dalila Nasseri, il y a différentes façons de s'organiser. On peut désigner un syndic auquel on délègue certaines missions. On peut assumer ou désigner un syndic professionnel qui, lui, aura la casquette pour gérer l'ensemble des éléments. On peut désigner l'un des copropriétaires. Il y a différentes façons de s'organiser, Dalila Nasseri. Et d'après, effectivement, l'expérience qui est la tienne, quelles sont les différentes façons de faire et peut-être les façons les meilleures? Bien, tout d'abord, le bonjour à nos auditeurs et à Ramadan Moubarak. Alors, ce qui est bien avec toi, Badr, c'est que c'est un quiz à chaque fois. Je Ah, découvre le sujet en direct. oui, parce que la copropriété, c'est tellement vaste. Non, non, il n'y a pas de souci. Et Alors oui, que, oui. la copropriété, alors Hmm, tu as parlé des différents types de copropriété. Et quand il y a des copropriétés qui sont très grandes et hmm, le mode de gouvernance. oui, Alors, on va commencer déjà par le mode de gouvernance. Il y en a trois, on va dire. Il y a trois modes de gouvernance. à grands traits. Pardon? À grands traits. Parce que Quel dans. que soit Hmm, le type de résidence, que ça soit un immeuble ou que ça soit un complexe de 3000 lots, il y a trois types de gouvernance. hmm, Soit on est dans ce qu'on appelle du bénévolat, donc c'est-à-dire on a un syndic bénévole. Un syndic bénévole, c'est-à-dire un copropriétaire qui est élu comme syndic, wakil tihad, et qui siège avec un adjoint, un syndic adjoint, ou un naïb wakil tihad. hmm. Donc ce sont deux personnes indispensable au mode de gestion bénévole. Ensuite, il y a le mode de gestion professionnel. Donc, ces deux modes, ils sont bien prévus clairement dans l'article 19 de la loi 18.0 modifiée. Le syndic peut être élu parmi les copropriétaires ou peut être un tiers professionnel. Donc, ce tiers professionnel, c'est une société de syndic professionnel qui a dans son statut ou qui a dans son modèle comme objet gestion d'immeuble, gestion de syndic. Donc, c'est sa vocation professionnelle. Le troisième mode, qui est un mode de délégation, Hmm. c'est-à-dire vous avez un syndic bénévole qui va siéger en tant que syndic, donc il va signer, c'est lui le syndic élu, mais il va déléguer par contrat à un professionnel de syndic qui devient lui gestionnaire certaines missions qui sont le recouvrement très souvent, la gestion de la comptabilité, etc. Donc il y a trois modes de gestion qu'on peut trouver Oui, dans le marché. Maintenant, selon la taille de la résidence et selon la configuration de la résidence. Donc la plus simple, c'est un immeuble. Là, vous avez un syndic, syndic adjoint ou un syndic professionnel, la question ne se pose pas. Des fois, on peut avoir de grands ensembles immobiliers dans lesquels on trouve plusieurs plusieurs immeubles. syndicats, Hmm, voire alors plusieurs immeubles. Quand vous avez une résidence où il y a plusieurs immeubles, en fait, la référence pour distinguer le type de résidence, c'est quand pour une voiture, on regarde sa carte grise, la copropriété, on regarde son règlement de copropriété. Donc une résidence, quand vous avez un seul règlement de copropriété, même pour une résidence de 1000 immeubles, c'est une copropriété. Un syndic adjoint, un syndic professionnel. oui. D'accord? Mais quand vous avez On a eu des cas où. un ensemble Oui. immobilier, une Hmm, grande résidence avec un règlement de copropriété général et des règlements de copropriété secondaires, c'est-à-dire plusieurs, ce qu'on appelle GH, groupements d'habitation, qui deviennent par la suite des syndicats, parce que très souvent, c'est des grands projets qui ont été construits de manière évolutive. Vous avez
les syndicats, à chaque réception, le promoteur obtient le permis d'habiter, fait son éclatement, obtient le permis d'habiter, fait un règlement de copropriété et un règlement de copropriété qui va gérer ce qui est commun à ces syndicats. Hmm. Très souvent, ce sont les entrées, les allées, les équipements quand il y en a, les espaces verts, etc. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un ensemble immobilier. Oui, quand on est dans un ensemble immobilier, il y a parfois 3 syndics. Et il y a Enfin, parfois 3, plusieurs 4, syndics. plusieurs. Voilà. Oui, plusieurs syndics, oui. Plusieurs syndicats. Mais après, Plusieurs syndicats. syndicats. Et Oui. cet ensemble immobilier, il a sa définition dans la loi. C'est l'article 29 de la loi 1800 qui nous dit que quand on est dans un ensemble immobilier avec plusieurs syndicats, il est né de plein droit ce qu'on appelle un conseil syndical. Donc chaque syndicat considéré comme un immeuble, il a son syndic, syndic adjoint ou syndic professionnel. Et tous ces représentants se retrouvent de plein droit dans le conseil syndical et ils doivent élire leur président du conseil syndical. Le syndic agit pour son syndicat, pour ses immeubles, et le président du conseil syndical agit pour le commun à tous ces immeubles qui Oui. sont les voiries et les parties ou les équipements Non, mais communs. j'entends bien. Après, effectivement, il y a quelquefois des cas particuliers. Mais je reviens au quiz, tous les invités. Bon, et certains invités sont plus armés pour cette modalité-là de l'échange Dalila Nasseri. Mais précisément, il y avait des auditeurs qui nous ont contactés par rapport effectivement à des cas un peu particuliers, parfois 2 immeubles, un seul garage, et un immeuble où tout le monde paye, un immeuble où peu de gens payent. La question c'était, oui, quand on est du côté de ceux qui ne payent pas, bon, on est mécontent du fait que ce soit scindé. Quand on est du côté de l'immeuble où il y a une antenne, on est mécontent de partager. Et puis il y a aussi des cas de figure où l'ensemble immobilier, toutes les parties faisant partie de cet ensemble-là ne sont pas une copropriété. Il y a une partie effectivement, on nous a contactés pour nous dire que c'était pas une copropriété, donc les parties communes n'étaient pas véritablement des parties communes. Donc est-ce qu'on cotise comment? Est-ce qu'il faut créer une association pour cotiser? Comment ça se passe? Et donc Alors, il y sur a, oui, la première question de 2 ou 3 immeubles avec un garage et puis il y en a un qui a un panneau publicitaire ou un relais, l'autre qui n'en oui. a pas. Alors ça, c'est des cas que j'ai vécu aussi concrètement sur le terrain. En apparence, ce sont 2 immeubles ou 3 immeubles séparés. En apparence, chacun son entrée, mais en fait, ils ont un garage qui est en commun. Il s'agit d'une seule copropriété. D'accord? Oui. Alors, c'est vrai que les gens sur le terrain ou de visio, ils ont l'impression que Que les c'est immeubles deux. sont séparés. Oui, c'est le cas. Il y en a un qui est riche, qui a pu avoir un panneau publicitaire. L'autre, bah, pas de bol, il est situé, il n'a pas une bonne visibilité, il n'en a pas. N'empêche, c'est une seule copropriété. Donc, organiser ça en 3 syndicats différents, c'est une erreur. Donc, c'est un vice de forme Oui. et ça pourrait Mais c'est une erreur faire qui un arrange blocage. la partie bien organisée. Ça arrange la partie qui a, Donc, qui a le panneau publicitaire, par exemple. Et je suis en train de penser à un cas vraiment concret que j'avais Ouais. eu sur Benazaran, qui était problématique. Donc, non, quand vous avez un garage en commun, c'est que vous êtes copropriétaire de ce garage, c'est que c'est une copropriété. Imagine ne serait-ce qu'en termes d'assurance. Comment assurer ce garage-là s'il y a un problème? Qui est la partie qui va bénéficier du remboursement? Qui est la partie qui va déclarer le sinistre? C'est un seul bloc. On a quelque chose en commun, on est copropriétaire. Donc, et c'est le seul règlement de copropriété. Oui, donc des fois, il faut se réorganiser. Donc, Il faut toujours comment faire ça s'est passé? référence. Mais comment ça s'est passé dans ce cas concret que tu as eu à vivre, Dalila Ils sont Nasseri? allés au tribunal. Un des immeubles, celui qui C'est- était le plus lésé, bien Ah sûr. oui, Donc, non. il est allé au tribunal. Il a fait annuler l'assemblée générale de l'autre parce qu'il y avait un vice de forme. Ils ne peuvent pas faire une AG tout seul sur un immeuble. C'était les 3 immeubles. Il a eu gain de cause et ils ont fait une assemblée générale pour unifier ce qui est logique, les 3 immeubles, et avoir une seule copropriété, un seul compte bancaire. Ce qui est se conformer à son règlement de copropriété. Oui, bon. Donc ça, c'est sur les immeubles. Il y a aussi l'autre aspect que tu as évoqué, ce sont les résidences qui donnent l'impression que ce sont des copropriétés et en fait, ce ne sont pas des copropriétés. Non, Donc, moi, je dis, on a eu un cas très particulier. Ce sont des copropriétés dans quasiment, disons, à 80%. Il y a 20% où ce n'est pas une copropriété. Et sur ce 20%, ceux qui avaient acheté sur ce 20% se posaient la une question. résidence des villas ou des Oui, immeubles? je crois que des villas, d'après ce qu'on nous avait dit.
dans oui, C'est en impossible dehors de parce qu'une Casablanca. Ah oui. copropriété, si c'était une Mais copropriété, sur c'est un, une partie du terrain sur lequel les c'est lotissements que étaient c'est un construits. autre terrain et Oui, peut-être que le promoteur, celle-ci l'a fait en copropriété, l'autre a fait en oui. lotissement, il a loti, il a vendu. Mais il y avait Et de une visio, seule on a barrière. l'impression que oui, les Exactement. barrières, ça veut rien dire. Non, mais Alors, c'est- s'il vous plaît, les logos, les barrières, les gentils agents de sécurité, ça ne veut pas dire que c'est une copropriété. Oui. Ce qui veut dire que c'est une copropriété, c'est quand vous avez un règlement de copropriété qui définit ce que sont les parties communes et les parties privatives. La résidence, le lotissement dit machin X composé Oui, de d'ailleurs, tant de les mètres barrières carrés. sont quelquefois démolies. Donc, Les barrières sont quelquefois démolies, sont quelquefois laissées d'un commun accord avec les autorités, il faut le dire, parce que ça permet de sécuriser une zone là où l'autorité ne peut pas sécuriser. Ça permet d'entretenir de l'espace vert là où la commune n'a pas les moyens d'entretenir. Donc c'est un commun accord qu'on laisse certaines résidences qui ne sont pas des copropriétés avec un visio fermé parce que ça permet d'avoir une gestion. Donc on a même pu avoir des accords avec certaines résidences et la commune, donc dans le cadre enfin, ce qu'on appelle le triple P, le partenariat public-privé, où on a la jouissance de gestion d'un espace vert, uniquement la jouissance de gestion, c'est-à-dire en aucun cas interdire l'accès, en aucun cas en faire un autre usage, l'entretenir et interdire en l'accès aux non-résidents. contrepartie, c'est-à-dire on ne peut pas interdire l'accès aux non-résidents. Voilà, donc, mais... Sinon, ça serait le privatiser. Ah oui, Donc, donc, mais mais il n'y ça a pas de permet. barrière à l'entrée. Dans cette résidence, il y avait une Si, quand barrière. même. Ouais, il y avait une Bah, barrière quand donc, même. il Ouais, faudrait vraiment qu'ils ouais. le sachent. Que... En fait, il faudrait, si tu veux, la barrière Non. psychiquement, elle bloque l'accès. Exactement, Voilà. bah voilà. Maintenant, on ne peut pas ouvertement dire à un citoyen qui souhaite accéder. Mais tu sais, c'est le cas de toutes les résidences balnéaires. Attention, Mm. la loi du littoral donne accès aux citoyens marocains à la mer, comme tout le monde. Donc, je peux traverser n'importe quelle résidence balnéaire pour aller rejoindre la mer. Mm. Maintenant, il y a des exceptions qui sont faites. Il n'y a pas de notion de plage privée ou de bout de plage appartenant à la résidence. La résidence, elle détient son Mm. titre foncier au sol. Ah bah le retour du soleil nous fait miroiter le... Oui, Exactement, nous faire penser aux résidences balnéaires. ouais, Ça va venir. effectivement. On continuera notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à 11h30 et je rappelle à ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, des avis ou des témoignages à faire entendre, vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80, y compris pendant la respiration musicale. Caïnso avec Delil Nasseri qui nous demandait de faire attention aux maquettes. Il ne faut croire que ce qu'on voit, comme disait un certain Saint Exactement. Thomas. Donc, mais ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on lit, Delil Nasseri. Ce qu'on lit dans les documents. Oui. C'est-à-dire, vous êtes en droit d'exiger. Mais après, c'est l'émotion de l'acheteur. C'est-à-dire que quand on va acheter un bien, on se projette, on voit nos enfants comment ils vont bah, on croit utiliser ce qu'on les voit espaces de verts. visu et moi, ce Et puis on qu'on... regarde le marbre, on regarde la cuisine, et puis la plaque, la haute. Mais c'est pas ça ce La qui est proximité avec l'océan. important. Oui, Mm. aussi. Il faut demander, exiger le règlement de copropriété. C'est un document qui existe, qui ne peut pas exister si ce n'est pas une copropriété. Et c'est un document que le promoteur ou le vendeur ou le notaire a l'obligation de vous le fournir si vous le demandez. Donc C'est se ce que vous méfier si on achetez. vous dit on vous le remettra plus tard. On vous le remettra plus tard et on vous le remet jamais. Et alors que c'est un document qui est très très important parce que ça donne une idée sur la taille de la résidence et aussi sur les équipements que vous aurez dans cette résidence in fine et l'ampleur de la résidence. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui achètent dans une résidence avec une piscine, par exemple, 200 appartements, 5 immeubles avec une piscine. Ok, sauf que c'est un projet évolutif. Et après ces 5 immeubles, il y aura 30 autres immeubles qui vont pousser dans la même copropriété, mais qui vont utiliser la même piscine. Donc ta piscine qui est calibrée pour 200, en fait, elle est calibrée pour 700. Bon, je dis n'importe quoi. Et c'est très important de le savoir parce que la vie dans cette résidence ne sera pas la même. Les espaces verts, leur utilisation ne sera pas la même. Alors c'est vrai que d'un point de vue commercial, et tant mieux, j'aurais fait la même chose si je faisais de la promotion, c'est que la première tranche, quand on est sur un projet évolutif, est la plus belle. C'est celle qui a le plus d'équipement, parce que c'est celle qui attire, et c'est celle que les premiers acquéreurs achètent, et les futurs acquéreurs des secondes tranches achètent pour se projeter. Sauf que les secondes tranches, ils vont utiliser les mêmes équipements que la première. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que le règlement de copropriété, il est important. Ah, mais c'est... Oui, non, mais ça c'est... Comment dire? C'est un peu de la publicité mensongère. Non, pas du tout. C'est complètement légal.
Oui, mais si je vous d'un dis, point de vue technique. c'est une copropriété alors que ce n'est pas une, Non, c'est une copropriété, non, sauf non, qu'elle est non, mais évolutive. dans le cas cité, mais si bon, le documentaire arrivé où il n'arrive jamais et que in fine c'est pas une copropriété, pour moi c'est de la publicité Alors mensongère. ceux-là, en général, ils n'utilisent pas le mot copropriété, ils Ouais. disent vous êtes dans une résidence sécurisée. Ah oui, bon, Alors c'est vrai qu'il y a des caméras, on va dire que c'est sécurisé, il y a des agents de sécurité, c'est sécurisé. Ils n'ont jamais dit, ils utilisent rarement, ou je ne pense pas qu'ils prendraient le risque de dire le mot copropriété. ah oui, bon. Maintenant, consommateur lambda, je vois un logo, une barrière, un agent de sécurité, c'est une copropriété Et fermée. oui, Les gens ne font pas la différence entre résidence sécurisée et copropriété. C'est pas oui, la non, même chose. mais oui, bah, bien sûr, il y a des personnes dont le métier c'est de jouer avec les mots. Je veux En bien toute quand on fait de la légalité. radio, mais quand on est commercial, je veux bien, mais quand même. En toute légalité, En- c'est là où est le rôle du consommateur, enfin, ou en tout cas, ce à quoi le consommateur doit faire attention, les c'est c'est demander aussi le les... règlement de Oui, copropriété. et le consommateur doit faire attention, les associations de défense du droit du consommateur peut-être aussi. Alors nous, on doit faire attention aux horaires, puisqu'il est bientôt 10h30, et ce qu'on voit, c'est Karim Doroné qui nous a rejoint, on va lui céder le micro, je vais lui céder aussi ma place. Et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à 11h30. Et si vous voulez prendre la parole, des avis, des questions, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Dalila Nasseli, qui est DG de la société de syndic Gestis. Et nous nous intéressons aux différentes modalités aussi de gouvernance dans le cadre des copropriétés. Parce qu'il n'y a pas que les immeubles, il y a aussi les groupements d'habitation dont nous parlions tout à l'heure. Et nous évoquions effectivement qu'il y avait, disons, le choix. On peut ou déléguer un syndic ou nommer un syndic qui assume effectivement la gestion plus effectivement la responsabilité. Donc il y a différentes modalités C'est cela. de procéder effectivement quand on souhaite gérer une copropriété. Mais on s'y est pas attardé. Je voudrais qu'on y revienne quelques instants parce que qu'est-ce qui fait qu'une copropriété va décider ou de concentrer l'ensemble des responsabilités sur le syndic ou de désigner un syndic parmi les copropriétaires qui lui va déléguer la gestion la gestion au quotidien, effectivement, à un syndic externe, Dalila Nassali. En fait, il y a Quelles sont plusieurs. les modalités? Sur quelle base on fait le choix dans ce type de Oui, quelles sont copropriété? les motivations qui font qu'on choisit tel ou tel modèle? En fait, c'est souvent le vécu et la configuration de la résidence. C'est-à-dire quand on a une très grande résidence avec quelques millions de dirhams de budget, Oui. ce n'est pas un bénévole qui peut gérer. Qui dit plusieurs millions de dirhams de budget, dit plusieurs. Pourquoi? Parce que la tentation est grande. Non, enfin la tentation, tu sais, elle est aussi grande pour 10 millions que pour 200 milliards, hein. Hmm. Oh. C'est que le volume de gestion est grand. Quand on a quelques millions de dirhams, ça veut dire qu'on a beaucoup de prestataires à gérer, qu'on a beaucoup de travaux, qu'on a beaucoup d'équipements et de parties communes. Quand on est sur des petits budgets de 150, 200 000 dirhams, en général, on est sur un immeuble, donc c'est pas aussi problématique. Ce qui va pousser vers le choix d'un mode de gestion professionnel, c'est très souvent la taille, la complexité, le vécu, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu une expérience avec un bénévole, ça s'est mal passé pour X ou Y raison, parce qu'on reste des voisins, parce que les frictions entre voisins, ça gâche un peu l'ambiance dans une résidence, parce que je ne veux plus toquer à la porte de mon voisin et lui demander de payer les cotisations comme si je faisais la manche alors que c'est une obligation légale. Très souvent, c'est ce qui fait que on en a marre et qu'on veut déléguer un professionnel qui va sans gêne ester en justice Monsieur X qui est sur le palier de Monsieur X, Y sans que cela pose un problème. On est, nous, objectifs et on n'habite pas avec eux. Donc c'est ce qui pousse en général vers le choix du syndic professionnel. Il y a aussi le fait est que ça commence à se corser un peu, c'est-à-dire aussi depuis le nouveau décret, le fait que maintenant il faut un commissaire aux comptes qui audite les comptes, qu'il faut des annexes comptables, qu'il y a des spécificités de tenue d'archives, d'avoir un logiciel de comptabilité. Tout ça fait que l'exercice devient un peu plus complexe pour le commun des mortels, ou même, quand bien même quelqu'un qui est à l'aise dans ces domaines-là, il Oui, reste c'est un du travail. bénévole, il a un travail, il ne veut pas pour autant prendre ce risque de temps et de ce risque d'audit vis-à-vis de voisins. Donc, on délègue un professionnel dans c'est le métier qui va assumer sa tâche et sa mission. Pourquoi Dans le- dans l'autre sens, mais Dalila Nasseli, dans le même cas de figure, on peut directement nommer un syndic qui soit externe et auquel on n'a pas besoin de déléguer. La gestion va faire partie naturellement de ses responsabilités.
C'est-à-dire on garde le syndic bénévole et on Non, délègue. non, non. Au moins, on garde un syndic bénévole qui va, lui, parfois déléguer à une société externe, ou à l'inverse, dans l'autre cas de figure, dans le deuxième Prendre cas, la société dire professionnelle. Oui. exactement, en Alors, tant que syndic. oui, Alors, quelle est la différence? alors la différence, elle est la responsabilité et la gouvernance. C'est-à-dire que vis-à-vis de la loi, c'est celui qui est élu qui est responsable. Quand je prends une résidence X qui a un syndic élu, Hmm. Ahmed, Oui, Monsieur Ahmed, il est syndic élu par l'Assemblée générale. C'est lui dont parle la loi 18.000 dans ses 59 articles. oui, Il est responsable de la maintenance, il est responsable du recouvrement, il est responsable d'ester en justice. C'est celui qui est élu. hmm. Maintenant, lui, il a un rapport, on va dire, contractuel avec un prestataire à qui il a délégué certaines fonctions. On ne peut pas Oui. déléguer la Donc, c'est un contrat. responsabilité. C'est un contrat commercial. C'est un contrat C'est pour ça commercial. que je dis bien commercial. Oui, mais il n'y a D'accord? pas de contrat commercial quand on désigne directement un syndic Non, professionnel. on est élu. C'est une élection. Oui. Donc le syndic bénévole, il est élu. Si le mode de gouvernance est celui d'avoir un syndic élu et une société gestionnaire par délégation, à ce moment-là, il y a un contrat commercial entre le syndic élu et la société gestionnaire. Oui. Mais si on veut uniquement un syndic bénévole, il n'y a pas de contrat avec une société. Le syndic n'a pas besoin de contrat, il est élu par un PV d'assemblée générale. Ça, ce sont les différences légales. Mais... Non, c'est très Non, important, mais ces c'est très différences important. légales. Mais j'entends bien. Tu sais pourquoi? Parce que Oui. ça arrive très souvent que des syndics bénévoles, et là je donne des conseils aux gens qui veulent faire ce choix-là, ils disent, moi je suis bénévole, mais de toute façon, moi j'ai un contrat avec une société de syndic, c'est elle qui assume. Attention, la société, elle va assumer dans le cadre de son contrat commercial, dans le cadre du respect des clauses contractuelles qu'elle a avec toi. Mais la responsabilité en tant que wakil tihad, en tant que syndic, parce que la responsabilité ne se transfère pas contractuellement. Ta responsabilité en tant que syndic bénévole, elle reste, elle demeure. Oui. Tu es toujours justiciable si jamais il y a un problème. Toi, la copropriété va tester en justice à la TPI et au tribunal de première instance, et toi va te retourner contre la société de syndic Non, au tribunal mais j'entends bien ça, c'est commercial. en cas de difficulté, s'il y a un litige. Non, mais c'est très important, tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de syndics bénévoles qui pensent qu'ils sont épargnés. Que si jamais il y a une bêtise, que c'est pas eux, c'est la société de syndic. Quand vous avez un contrat commercial, attention, c'est vous qui êtes responsable. La société de syndic, vous allez vous retourner contre elle si elle a failli dans son contrat commercial, mais la copropriété va se retourner contre toi, syndic bénévole. Oui. Faut faire attention à ça. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait que des copropriétaires peuvent décider de tel type d'organisation, de tel autre, c'est pas nécessairement de savoir qui sera Non, c'est comme je t'ai dit, c'est selon la taille, la complexité et le vécu de la résidence aussi. Mais j'entends bien, mais qu'est-ce qui va faire que, en tant que copropriétaire, on peut se dire que la modalité de désigner un syndic bénévole qui lui va avoir un contrat de gestion avec une société dont c'est le métier, une société de syndic, c'est préférable. C'est le vécu. Ça, c'est le vécu. Ça, c'est le vécu. Mais oui, quel type de vécu? Alors, le vécu, c'est-à-dire, j'étais une résidence, j'avais un syndic professionnel, ça s'est mal passé parce que, par exemple, il n'a pas voulu tenir l'Assemblée générale. Donc, j'étais en train de lui courir derrière, c'était compliqué, il fallait rassembler un tiers des signatures, on est 300 copropriétaires, c'est compliqué. Maintenant, ok, stop, je suis assez grande comme résidence, je veux garder quand même un mode professionnel, mais par contre, c'est moi qui vais rester au volant. Donc, je nomme un syndic bénévole et je délègue une partie de la gestion à un syndic professionnel. Ça peut être, et c'est très souvent ce vécu-là qui fait qu'on choisit tout de suite ce mode hybride. Ah, mais quand on a eu peut-être effectivement... une mauvaise expérience avec un syndic professionnel, c'est qu'on a besoin de ce syndic professionnel parce que la résidence, elle est grande, mais j'ai eu une mauvaise expérience, je ne veux pas quand même tout laisser entre les mains de ce syndic. Je veux garder le contrôle, c'est-à-dire si jamais ça ne va pas ou si jamais il n'y a plus de répondant, je résilie ce contrat et je prends un autre. Très souvent, c'est ce qui se passe. Donc, c'est peut-être plus facile de changer quand on est dans cette configuration-là. Oui, parce qu'on est tout simplement dans un contrat commercial qu'on résilie. On n'est plus dans la configuration de convoquer une assemblée générale et rassembler des signatures et quorum, etc. Et tout. Non, mais j'entends bien. Alors, Alors effectivement, donc il y a cette option-là qu'on vient de faire entendre, mais
pour le syndic, qu'est-ce qui est préférable? Parce qu'il y a aussi cette histoire de double signature des fois Mhm, mhm, dont certains se prévalent pour privilégier un tel choix par mhm, rapport à tel mhm, autre, mhm, Dalila Nasseri. mhm. Mais qu'en est-il dans la pratique? Si indépendamment de ce type d'expérience ou de mauvaise expérience qui peut être le passif de telle ou telle copropriété, Mhm. quelles sont les différences dans la gestion? Est-ce que c'est préférable pour le syndic d'avoir, disons le maximum de latitude, ou est-ce que c'est préférable d'avoir cette organisation avec parfois une double signature, avec un syndic bénévole qui a lui le contrat avec des sociétés de syndic qu'il peut changer s'il est insatisfait du Alors, service? ce qui est préférable, c'est d'avoir une gouvernance, on va dire, gagnant-gagnant, c'est-à-dire je suis une résidence, je fais alors j'insiste sur vraiment sur la taille et le volume. C'est-à-dire, moi, les immeubles isolés, donc les immeubles de 20 appartements, 30 appartements, je les conseille fortement de rester dans une gestion bénévole parce que avoir, vu il y a peu de lots privatifs, la cotisation augmenterait quand on prend un professionnel et que le volume il n'y a pas beaucoup d'équipements, très souvent c'est un ascenseur Hmm. et 5-6 paliers. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre un professionnel pour ça? Mhm. Non, moi je dis que les syndics bénévoles peuvent opter pour une gestion bénévole et peut-être le cas échéant un support d'un professionnel pour tout ce qui est recouvrement administratif ou autre, la fameuse gestion hybride. Quand on est une grande résidence, et c'est la vérité, on a la moyenne des résidences au Maroc, hein, c'est à peu près 120, 150, 200 lots, on a des résidences d'assez grande taille, c'est de prendre un choix qui à la fois responsabilise le syndic, mais préserve les droits des copropriétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'élis le syndic professionnel, lui en tant que syndic. D'accord? C'est lui qui assumera les responsabilités, c'est lui qui est responsable des équipements, c'est-à-dire de la maintenance, des parties communes, du recouvrement, etc. Et je mets en face ce qu'on appelle un comité de suivi ou un comité de surveillance. Et ce comité de suivi et comité de surveillance, je lui donne le pouvoir de suivre les travaux du syndic et surtout le pouvoir de la co-signature. Hmm. À ce moment-là, moi, syndic professionnel, je suis responsable de ce que je fais. Si j'ai un audit, c'est moi qui suis responsable. S'il y a une défaillance, je suis le syndic. Hmm. Et en même temps, je ne peux pas faire ce que je veux en termes de dépenses parce que j'ai la co-signature par des représentants des copropriétaires. Et au pire, s'il y a un problème et qu'il y a un blocage, on arrête la co-signature et je suis obligée de convoquer une assemblée générale. Bah parfait, c'était même l'intérêt de cette quasiment première heure d'émission. Je voulais qu'on soit conscient des choix qui s'offrent à ceux effectivement qui ont des décisions à prendre dans le cadre des copropriétés, C'est parce cela. qu'il y a différentes manières de procéder. Alors le choix se réduit pour nous, puisqu'on a décalé la respiration musicale, on va en profiter à l'instant, et j'enjoins à ceux qui veulent prendre la parole ou poser des questions sur la copropriété à nous contacter jusqu'à 11h30 au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Gestis. Et nous avons effectivement à parler des modes de gouvernance. Mais nous en parlons dans un contexte particulier. Pendant le ramadan, rarement on tient des assemblées générales. Si, j'en ai 2, 3 dans le Ah ramadan. oui, C'est un mais très dimanche, rarement. voilà, le temps, j'ai le temps. Ah oui, un dimanche. Un dimanche, oui. Bah, c'est... Ouais. Non mais c'est un peu sadique, parce que et le ramadan et le dimanche. Le ramadan est un peu tôt cette année, donc on est obligé de tenir les délais. Oui, mais bon. Un dimanche, ça va, ça passe. Un dimanche, ça Bah, commence en général, on commence l'assemblée générale à 13h ou 14h. hmm. Donc ça permet de Est-ce qu'on passer l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Ah, il faut bien meubler le dimanche, Ah un oui, oui, ramadan. non, mais j'entends, je comprends. Mais Dalila, est-ce qu'on parle d'autre chose pendant le ramadan? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Est-ce que les copropriétés, Oui, qui comptent un Mhm. grand nombre de résidents, ont des problématiques spécifiques? Alors je sais que dans certaines copropriétés, il y a même une mosquée. Donc dans certaines autres... Justement, le sujet, Ah oui. la demande qui revient chaque ramadan, c'est Allah yakhlik, un espace pour faire la prière. Ouais. La veille d'un ramadan, on nous pose cette question. Est-ce que c'est possible? On voudrait aménager. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut passer par Ah, mais l'Assemblée générale ou autre? Donc, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on imagine. c'est beaucoup moins simple que ce qu'on imagine parce que curieusement, c'est une des rares modifications que le législateur a nommées expressément, Ah oui. qui est l'aménagement de lieux de culte. Hmm.
Donc on n'a pas parlé d'aires de jeu, on n'a pas parlé de bac à sable, on n'a pas parlé de Dans la loi terrain de pétanque. 1800? Non. Dans la loi 1800, on Ah. parle de Aménagement aménagement du de lieu. lieux de culte. Ah oui. Et l'aménagement de lieux de culte, c'est un dispositif qu'il faut voter en assemblée générale, si on veut le faire exécuter, et qui a besoin de la vote de la majorité, pas des 3/4, pas d'unanimité, juste la majorité des copropriétaires. Oui. Voilà, Ataf, Iman. exactement. Et Mm. c'est joli ton jeu de mots. Et il faut qu'il soit passé en assemblée générale. Mm. Et ce PV-là, naturellement, il faut en donner une copie aux autorités locales. Très Oui. important. Oui. Parce que ce lieu de culte, il faut que l'autorité locale sache est-ce que c'est un lieu juste de... Parce qu'il y a ce qu'on appelle Différents le lieux, lieu oui. de prière et il y a la mosquée. Oui. Le lieu de prière, c'est un lieu qui est fermé toute la journée, ouvert juste pour l'horaire pour Tarawih, ou là pour l'horaire de la prière, et ensuite fermé. Oui. Un lieu de culte ouvert, c'est un lieu où éventuellement il peut y avoir un imam. Donc un imam qui siège et les Keslibnas et Et ça, c'est qui encore autre chose. occupe, et ça c'est autre chose parce qu'il y a des considérations de ministère de l'Intérieur, etc., où Oui. il faut que ce lieu-là soit identifié et soit... Est-ce que certaines des copropriétés, on peut faire les démarches en allant jusque-là ou... Oui, on a des copropriétés qui ont équipé de mosquées. Mhm. Les copropriétés, par exemple, qui sont équipées de mosquées, il faut être en raccord avec les autorités locales pour pouvoir exploiter la mosquée, éventuellement avec ou sans imam. Mais c'est quelque chose qui sont très, très encadrés. Tu sais, les lieux de culte au Maroc sont encadrés par la loi, ce qui est normal. Et tu as aussi ce qu'on appelle les lieux de prière, c'est-à-dire ouverts, fermés par l'agent de sécurité, juste pendant les horaires de Et ça, c'est prière. plus simple. C'est plus simple. Mais aménager cet espace-là, c'est quelque chose qui doit faire objet d'une assemblée générale. Oui. C'est la loi. Donc il faut ou en discuter en amont si on est Il faut en prévenant, discuter en amont, la ou faire voter pour ouais, la faire... et pas se rappeler, sans se rappeler quelques jours avant etc. le ramadan. Bon, nous avons aussi un cadre, bon, on essaie d'être respectueux des horaires, il est 11h00 précisément, ou un peu moins, mais Mourad Baba étant toujours à l'avance, nous va nous présenter les actualités dans quelques instants et on reprendra la suite de notre émission des experts. Et nous sommes avec notre invitée Dalila Nasseri, que je présente à nouveau. Elle est syndic DG de Gestis, une société de syndic bien entendu. Et nous restons ouverts si vous avez des questions précises, pratiques à nous soumettre. C'est jusqu'à 11h30 et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, je voudrais qu'on reprenne aussi la conversation là où on l'avait laissée. On parlait des spécificités du mois de Ramadan. Tu nous disais qu'il y avait quelques assemblées qui étaient prévues et qui vont quand même être organisées ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières autres que celles qu'on a pu évoquer, qui sont débattues, qui sont de nature à intéresser la vie des copropriétés des Léna Nasseri? Pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de grands changements. Oui. Une résidence, ça continue à vivre, les prestations ne changent pas. Il y a peut-être les horaires qui peuvent être un peu plus aménagés, peut-être pour les agents de nettoyage ou autres, mais la sécurité, par exemple, non, ça ne change pas. Allah يسمح لنا منهم, ils bossent مساكن 24 heures sur 24. Oui, bah, il y a des Shift voisins C'est des shifts de 12 heures. qui ramènent le repas. Ce qui est pas bah oui, Pour toi. parce c'est un shift de 24 heures, c'est-à-dire qu'ils se relaient et ils font ça sur place. Donc voilà, donc c'est une résidence continue à vivre, ramadan par ramadan. Les problématiques, c'est les mêmes. Les pannes des ascenseurs ne font pas de trêve pendant le ramadan. Oui. Et rien ne change. Donc voilà, juste ce besoin spirituel qui revient chaque Oui, ramadan sur l'aménagement. l'aménagement du lieu de culte. Voilà. Sur l'aménagement des horaires de la salle Oui. de sport quand on a des équipements dans des résidences. On a des résidences qui sont super bien équipées en piscine chauffée, en salle de sport, en salle de lecture. Maintenant, au Maroc, on fait des résidences qui sont assimilées établissements hôteliers. Ah oui, oui. Complètement. Bah, oui, bah, ça donne envie, hein. Bah, mais je ne citerai aucun endroit spécifique en particulier. Non, moi, je suis en train de penser là à une résidence que j'ai Oui, où il y a piscine chauffée, piscine extérieure, sauna, hammam, salle bah, on sort pas en salle fait. de sport, Ah ouais, salle de lecture, salle de cinéma, oui, des un commerces. mosquée et des commerces à l'extérieur, effectivement, Ah ouais. et une mosquée. Et c'est
super équipé. Ah, mais C'est il y a, fait maintenant. C'est fait maintenant mais il y a combien de lots dans cette résidence? à peu près 300. Ah, que 300. Que 300. Et pourtant. Et pourtant, elle est Oui. super équipée. Je suis en train de penser, elle a là, j'ai plus le nom, mais la plus grande résidence au monde qui est en Chine Mm. et qui compte quelque Oui. chose comme 18 000 lots. Et en fait, elle est construite de manière à ce qu'on y vit sans la quitter. Il y a des gens qui n'ont pas quitté leur résidence depuis 2-3 ans. Parce que là-dedans, tu as l'école, tu as la banque, tu as l'entreprise, tu as les équipements, tu as la salle de sport, tu as Mm. tout, 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 tout. Il y a des gens qui n'ont pas quitté leur Non, résidence mais depuis des 18 années. 000 personnes, c'est plus qu'un village. Ah oui, oui, c'est... C'est plus qu'un village. Ouais. Bon. Mais le syndic, c'est le maire, j'imagine. Mais en fait, pour le coup, c'est une entreprise qui est créée pour le projet, qui gère le projet tellement c'est Non, particulier. mais c'est particulier. Bon, Ouais, c'est un maire qu'il dans un pays qui il faut une compte, mairie. oui, dans un pays qui compte plus de 1 milliard 350 Mm. millions d'habitants, donc Mm. c'est bien naturel. Alors, effectivement, je le disais, il y a les assemblées générales, généralement, elles ne se tiennent pas spécifiquement pendant le mois de Ramadan. Il y a il y en a par contre, effectivement, celles qui se déroulent en ce moment. Alors, celles qui se sont tenues ou celles qui vont se tenir, est-ce qu'elles sont soumises aux nouvelles règles dont nous avons parlé précédemment dans notre émission de l'INAC, les nouvelles règles comptables par rapport effectivement au budget dont dispose la Oui. copropriété? Alors, c'est pas l'organisation et le formalisme de l'Assemblée générale qui est tant affecté par ce décret, c'est plutôt le fonctionnement du syndicat. C'est-à-dire que dorénavant, depuis janvier ou depuis, enfin, toutes les résidences qui rentrent sur un nouvel exercice, elles sont soumises, pardon, au nouveau décret, c'est-à-dire que leurs comptes de 2026 vont être audités par un commissaire aux comptes qui doit en attester la sincérité. Ils doivent avoir les annexes comptables nécessaires. Elles doivent commencer à archiver parce que maintenant, on sait que les archives doivent être gardées pendant 5 ans, donc à commencer par 2026. Toujours bien sûr le principe de non-rétroactivité de la loi. Donc on parle de 2026, 27, 28, 29 et 30. Mhm. Ce nouveau décret, ça y est, il est applicable et toutes les résidences qui ont fait leurs AG et qui ont commencé l'exercice 2026 sont soumises à ce nouveau décret. Sur la tenue de l'Assemblée générale, non, le formalisme reste le même. On convoque 15 jours avant et par notification légale et on notifie le PV dans un délai de 8 jours. Ça n'a pas changé. D'accord. Et l'autre élément sur lequel cette fois-ci je souhaiterais revenir, parce qu'on disait que pour déléguer la gestion du syndicat des copropriétaires à un prestataire extérieur, il fallait effectivement que ce soit une décision prise par le syndic qui est lui élu, Dalil Nasseri. Et dans quel cas de figure on parle des fois de faute de gestion, de mauvaise gestion? Est-ce que ce sont des éléments qui existent dans la loi? Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent exister dans le contrat qui lie le syndic à la société qu'il aura nommée? Mhm. Est-ce que c'est une notion qui est pertinente? Alors, la notion de faute de gestion, mauvaise gestion, Oui, quand on voit que détournement, là, détournement, c'est encore autre chose. c'est une faute. En fait, si tu veux, le détournement, ce n'est pas une faute. Le Hmm. détournement, c'est le résultat, c'est le constat d'une mauvaise gestion. C'est-à-dire que je ne vais pas accuser tout de suite le syndic de détournement, je vais accuser le syndic de ne Mauvaise. pas avoir tenu correctement les comptes, de procéder à un audit, à une expertise des comptes, et c'est l'expertise des comptes qui donnera comme conclusion qu'il y a eu un détournement. Le détournement n'est jamais une accusation qu'on donne comme ça. C'est Oui, souvent le sauf dans le résultat, c'est cas les de conclusions. l'auditeur qui nous avait soumis le cas de celui qui faisait des virements directement Oui, sur c'est son... encore personnel. Là, je pense Je sais que... pas où ce qu'ils en sont, mais ça, c'était Non, tellement mais- gonflé. Non, non, non. Oui, Donc, non. oui, en fait, Il y a des cas flagrants. le C'est- détournement, c'est que le Oui. résultat d'un audit, quelque part. Mm. Donc, la mauvaise gestion, ça commence toujours par ça, c'est-à-dire on va auditer des comptes et qui vont donner résultat à malversation, détournement de fonds ou autre. Donc, le syndic, et encore une fois, vis-à-vis de la copropriété, j'insiste, vis-à-vis de la copropriété, c'est celui qui est élu qui est responsable. Toujours. Toujours. Maintenant, il y a la responsabilité de l'élection
je suis élu, je dois prendre mes responsabilités, je dois même moi-même contrôler ce prestataire qui est gestionnaire, ou alors je prends un syndic professionnel qui lui est directement élu et qui assume ses responsabilités. Les 2, en l'occurrence. Mais bon, dans le langage, quand on parle de mauvaise gestion, alors c'est un terme un peu vague. Mmh. Il y a des choses qui peuvent nous déplaire Oh là, tu sais, pendant la la gestion. mauvaise gestion, ça peut Mmh. être, j'ai mal, négocié mon contrat d'ascenseur, j'ai pris un mauvais prestataire qui a fait un mauvais travail et que j'ai continué, je n'ai quand même pas arrêté le contrat. La mauvaise gestion, ça peut être, j'avais de l'excédent dans la caisse et que, je me suis réveillée un matin, je me suis dit: «Je vais mettre des orchidées partout», alors que c'était pas la priorité. La mauvaise gestion n'est pas forcément du vol. La mauvaise gestion, Voilà. c'est l'appréciation du syndic qui, rappelons-le, le syndic n'a aucune marge d'appréciation. Le syndic, il est là pour appliquer les décisions de l'assemblée générale et d'appliquer les décisions et se conformer à son budget qui est voté. Très important. C'est pas parce que j'ai un peu d'argent que je vais mettre des panneaux photovoltaïques parce que je pense que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, ça fait économiser de l'énergie. Mais si ce projet-là n'est pas inscrit dans mon AG, que les copropriétaires l'ont pas validé et que je n'ai pas la ligne budgétaire grands travaux dédiée à, c'est une faute de gestion, par Oui. exemple. Oui, donc oui, La mais faute de gestion, elle peut être, oui. plusieurs choses. J'ai par exemple un des ascenseurs, j'ai pas signé un contrat de maintenance. Ça, c'est une faute qui est très grave. On peut pas laisser des ascenseurs sans contrat de maintenance. J'ai, je on a un concierge, ça très souvent, ça arrive dans les immeubles, dans les petits immeubles, c'est qu'on a un concierge et puis tu as un matin le syndic bénévole qui se lève du mauvais pied et qui vire le concierge. Très bien, on On oublie va au que tribunal, il y a l'ardoise qui est exactement, considérable. tout Alors, à fait, parce on passe du coup à une relation de droit de travail et que c'est un licenciement abusif et que ça peut se retourner, enfin, c'est le syndicat des copropriétaires solidairement qui va payer la facture. beh, Et surtout là, si le tu oui. sais, tu es dans la même configuration qu'un dirigeant d'entreprise. Une entreprise va nommer un dirigeant, un directeur général. Le directeur général, certes, il a la signature, mais il peut commettre des fautes d'appréciation, des fautes de gestion dans le cadre de son mandat. C'est la même chose pour un syndic. Effectivement, puisque la facture peut, en Exactement, l'occurrence, c'est être une mauvaise particulièrement appréciation, salée. voilà, Oui. exactement. Bon, nous, on essaie d'apprécier, oui, les horaires aussi. Il est 11h20, on va profiter de la respiration musicale et on reprendra notre dernière partie d'émission. Et je rappelle toujours, même si on est économe de son énergie, de sa parole, que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous contacter si vous avez des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Qui nous accompagne ce matin, elle est DG de la société de syndic G6, dont elle est fondatrice, et nous nous intéressons bien entendu à la copropriété. La vie de la copropriété comprend en l'occurrence beaucoup d'aspects. Alors il y a des aspects qui sont liés aux parties communes, parfois aux réparations pour le coup. On parlait des ascenseurs, alors ce sera peut-être notre mot de conclusion ce matin. Alors quand l'ascenseur est en panne, quand il s'agit peut-être d'en installer et ainsi de suite, à quoi se réfère-t-on et comment peut-on prendre des décisions si on est confronté à la mauvaise volonté de certains des copropriétaires qui, lorsqu'ils voient la facture s'allonger, bah, ont envie de regarder ailleurs et ont envie de pointer des responsabilités ou le fait ou l'usage peu fréquent qu'ils font de certains aspects de ce qui est en commun, en l'occurrence les ascenseurs de l'île Alors, Salé. déjà un point très important à noter pour nos auditeurs, syndics bénévoles, Hmm. il faut toujours avoir un contrat de maintenance. C'est très important, c'est obligatoire même. Il ne faut pas se limiter à des interventions ponctuelles. Je connais un ascenseuriste, je l'appelle quand il y a un problème et puis Pourquoi? quand ça m parce qu'il en va de la responsabilité à ce moment-là du syndic qui peut être une responsabilité pénale engagée. Ah oui, En cas de problème. Ouais, enfin, des accidents peuvent arriver, c'est des chutes de cabine, des problèmes de niveau d'ascenseur, une fillette Allah yahfad, qui ouvre la porte, l'ascenseur n'est pas là. Mais c'est des choses qu'on a vécues, tu sais. Et là, la responsabilité du syndic bénévole est concernée et lui est incombée s'il n'a pas de contrat de maintenance qui le oui. protège. Il faut Et toujours, si le syndic, il a une obligation Faisons de moyens, moyen. pas Mais de oui, résultats. mais par exemple, on fait une assemblée générale, on dit Mhm, il nous faut un contrat de maintenance, ça va nous mhm. coûter tant. Et dans une copropriété, on a du mal à payer l'eau et l'électricité, et les gens sont Et de pourtant, mauvaise paie volonté. l'électricité.
Mais voilà, C'est une obligation. oui, mais bon, dans certains cas de figure, il faut attendre un mois, 2 Oui, mois, à ce etc. moment-là, le syndic doit se retirer. Il ne doit pas accepter cette mission si l'assemblée générale lui refuse de budgétiser le Le contrat de contrat de maintenance des maintenance, ascenseurs. C'est d'accord. très important Oui. parce que ça protège, Allah yahfad, en cas de problème, Mm. ça protège et ça dégage la responsabilité du syndic, ça permet d'avoir un engagement de vérification au moins mensuelle par la société qui vient faire une vérification en amont, ce qu'on appelle une vérification préventive, Mm. vérifier les câbles, le niveau d'huile, etc., la vérification réglementaire. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Mhm. Donc, on parlait en off, hors antenne, de ce qui se fait un peu dans d'autres pays comme en France. En France, on est allé très loin dans ces éléments de vérification, jusqu'à avoir... On n'est même pas au Maroc au bureau de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir. Ça va venir. Je sais que ça va venir un jour parce qu'on est dans le sens de la réglementation. Il faut qu'on ait un bureau de contrôle qui intervient au moins une fois par an dans un immeuble pour vérifier la conformité de l'ascenseur. L'ascenseur, c'est comme une voiture. C'est comme si tu prenais une voiture et que tu faisais jamais la visite technique. Ben, la visite technique d'un ascenseur, c'est la vérification d'un bureau de contrôle pour savoir est-ce que cet élément assimilé transport Mm. vertical est bon ou pas, parce que il peut y avoir des fois des accidents, des décès. C'est des Mm. choses qu'on a connues, et dont on a entendu Oui. parler à plusieurs reprises sur des équipements Oui, mais est-ce que qui sont délabrés et non entretenus. alors c'est la faute du délabrement, de l'usure, ou c'est la faute de la qualité entre guillemets des équipements C'est qui la ont faute été de la installés? maintenance. C'est-à-dire que Que de la maintenance, jamais de la. si j'avais un contrat de Mm. maintenance avec un ascensoriste et qui viendrait faire une visite mensuelle, il va me dire Ça attention, aurait été monsieur le évitable. syndic, il faut changer ça, il faut le mettre à l'arrêt. Voilà. À ce moment-là, le transfert de responsabilité, il lui incombe. Il est ascensoriste, j'ai un contrat avec lui, il ne m'a pas averti qu'il y avait un danger sur l'équipement. Mais si je ne m'amuse à pas prendre de contrat, là, le transfert de responsabilité va vers le syndic. Alors Très la important. question épineuse, c'est ça coûte combien ce type de contrat de. Ça coûte c'est bien que tu évoques ça Oui, en parce fin que c'est d'émission. simple. Oui. Alors, la maintenance des ascenseurs, figure-toi que c'est un métier qui n'est pas réglementé du Ah tout. oui. C'est-à-dire que n'importe qui, toi, Badr, demain, tu montes une société de maintenance d'ascenseurs, ce qui est ridicule. Alors qu'on est sur du transport vertical et sur des éléments qui Mais transportent des comment on se êtres fait humains, sur et la c'est très qualité dangereux. de. Sur comment on fait sur la qualité de n'importe quel prestataire, Ah, c'est-à-dire voir la documentation de l'entreprise, ses statuts, son modèle J, ses références, est-ce qu'elle exerce depuis combien de temps, etc., que c'est des gens sérieux, ils ont des techniciens. Donc là, à ce moment-là, je signe avec eux un contrat de maintenance mhm. et avec des spécificités, combien de visites par mois, par an, est-ce qu'ils vont faire un rapport de visite à chaque fois, c'est quoi les anomalies qu'ils ont détectées. Et il est impossible qu'un ascensoriste qui vient voir l'appareil tous les mois, qu'il ne détecte pas en amont les pièces usées, les pièces qu'il faut changer, les câbles délabrés, le niveau de l'huile, etc. C'est des choses qui font partie du préventif Oui. mensuel. Oui, C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un contrat de non, maintenance. mais quand on dit tout le monde peut ouvrir une société effectivement Parce que pour. c'est pas réglementé. Ah mais oui, mais bien entendu, ça veut dire que les prix sont extrêmement variables. Ah oui, c'est C'est tiré ça vers là. le bas, ça commence à 150 dirhams hein, par mois. Par Ça mois. commence à 150 dirhams par mois. D'accord. C'est des prix extrêmement alléchants, mais extrêmement légers. Parce Oui, que mais ce que 150 dirhams, c'est mais ça fait. Oui, le salaire du technicien, effectivement. c'est rien du tout. Mais pour être sur quelque chose de raisonnable, Si c'est un technicien ou on entrepreneur, va dire, allez, 350, 400 dirhams, on a quelque chose de correct. bah parfait, ce sera notre Par mot. mois, par appareil. Oui, ce sera notre mot de conclusion ce matin. Je te remercie Delilana Mais Sely pour merci ta à toi, merci présence. à nos auditeurs. Et demain, nous nous retrouverons pour d'autres thématiques des experts.